11 heures sur Col-Aviv, nous retrouvons le grand plateau. Aujourd'hui, Jean-Paul Maquingo, adjoint au maire de Toulouse, conseiller régional. Monsieur Maquingo, bonjour. Bonjour. Thomas Simonian et Marc Stulman vont Bonjour. vous interroger sur la diversité, la sécurité et, j'allais dire, thème oblige, la campagne. Messieurs, à vous. Alors tout d'abord sur la diversité, une question relativement large. Toulouse est une ville majeure de ECAR, donc la Coalition européenne de lutte contre le racisme. Quelles sont les activités, les actions concrètes que la ville a menées en matière de lutte contre le racisme? En matière de lutte contre le racisme, il faut savoir déjà qu'à Toulouse, on est parti de loin. On est parti de loin parce que, pour vous dire, la ville de Toulouse, avec à peu près 10 000 employés, avait une personne qui, 50% de son temps, traitait les questions de lutte contre le racisme. Aujourd'hui, on a mis en place un service, la mission égalité avec 13 personnes qui se chargent de la lutte contre les discriminations au sens large. Donc toutes les questions liées à l'égalité, égalité homme-femme, lutte contre le racisme, lutte contre l'homophobie, toutes ces questions-là. Alors c'est très difficile dans ce domaine-là de mesurer, parce que je ne peux pas vous dire, parce que nous avons mis en place un espace de diversité et de la laïcité, nous avons mis en place un conseil des résidents étrangers qui a moins de racistes. Mais nous avons essayé, avec tout ce que nous avons mis en place, de faire en sorte qu'il y ait plus de conscientisation et qu'il y ait plus de soutien. Par exemple, nous soutenons beaucoup d'associations. Nous avons créé des permanences aujourd'hui en matière de droit, en matière d'information. Et nous avons créé aujourd'hui tout un mouvement à travers des actions de lutte contre les discriminations ou même soutenir des manifestations pour faire en sorte que ce sujet puisse être un des sujets majeurs dans la ville de Toulouse. Et est-ce que Toulouse est finalement seule à traiter ce sujet ou est-ce que, notamment par la Coalition européenne contre le racisme, il y a une sorte de synergie qui se crée au niveau européen? Au niveau européen, à la coalition, il y a 122 villes. Donc la ville de Toulouse préside la coalition, mais nous avons 122 villes. Nous avons Barcelone, nous avons Oslo, nous avons des très grandes villes comme Rotterdam. Et le but de la coalition, c'est justement autour d'un plan d'action en 10 points de définir des actions majeures que peuvent avoir les villes pour lutter ensemble de façon harmonieuse contre le racisme. Alors, parmi les discriminations, alors on parlait du racisme, mais il n'y a pas que le racisme. Tout à fait. On a beaucoup parlé de l'homophobie ces derniers temps. Est-ce que c'est un sujet que vous traitez également, j'allais dire, de manière pleine à Toulouse? Alors, l'homophobie, on traite de manière pleine et surtout de manière symbolique aussi, parce que dès notre élection, on a mis en place, bien avant le mariage pour tous, une cérémonie de Pax en mairie. On a créé un centre LGBT qui était une demande depuis les années 80. Et le centre LGBT, c'est pas une fin en soi, mais aujourd'hui, les associations avaient besoin d'avoir un lieu pour se retrouver, pour pouvoir échanger sur des questions concernant l'homophobie. La Gay Pride, place du Capitole, fallait le faire. On l'a fait, je veux dire. Donc, quelque part, pour nous, on a essayé d'aider les associations, mais on a essayé aussi de faire en sorte que cette question-là, comme pour le racisme, comme pour la question des étrangers, soient des questions prises en charge par la ville de façon, je dirais, symbolique, mais aussi de façon officielle. Alors, on sait que le racisme touche les quartiers, j'allais dire, dits difficiles. Est-ce que l'homophobie est un sujet qui, là aussi, touche ces quartiers-là? Alors, la particularité de l'homophobie, justement, c'est une discrimination qu'on retrouve même chez les discriminés. Donc, je m'explique. Aujourd'hui, vous avez beaucoup de publics qui viennent nous voir pour nous dire qu'ils sont victimes de discrimination par rapport à l'égalité homme-femme, par rapport au racisme, par rapport au territoire, les quartiers. Mais dans ces quartiers-là, vous avez aussi des gens qui sont eux-mêmes donc auteurs de discrimination. Et l'homophobie, justement, donc c'est une des discriminations qu'on retrouve partout, donc dans toutes les couches de nos populations qui se sentent eux-mêmes discriminés, ont des réflexes des fois homophobes. Et c'est pour ça que nous, dans notre travail de lutte contre l'homophobie, on a voulu, au sein de l'espace des diversités de la laïcité, dans un même lieu, croiser tous ces publics-là pour qu'ils puissent, les uns et les autres, avoir une forme de solidarité et comprendre que quand on est tous discriminés, on est tous aussi susceptibles de discriminer. Alors, une discrimination qui, on va dire, qui est structurelle dans notre société, c'est l'égalité homme-femme. Est-ce que là-dessus, on a des progrès? Est-ce que finalement, un jour, c'est François Giroud qui disait ça, on arrivera enfin à avoir des femmes incompétentes à des postes importants, et notamment en politique? Des progrès, il y en a, mais ils sont timides. La loi sur la parité, c'est un progrès. Moi, je peux vous dire que je connais des générations d'hommes politiques de mon âge qui vous diront, nous sommes les générations sacrifiées parce que la parité fait que nous aurons moins de postes et tout le reste. Mais c'est une avancée. C'est une avancée. Il faut considérer que c'est une bonne chose. Après, les difficultés qu'on a, c'est au niveau des salaires, par exemple. Là où la loi peut intervenir, mais avec difficulté, au niveau du traitement égalitaire dans une entreprise privée. Là, nous avons des difficultés. Et en dehors de ça, nous avons aussi une société qui est
qui est très construite sur l'image du masculin. Alors, on est obligé dans cette société de faire en sorte que la femme soit représentée à égal par rapport à l'homme dans l'industrie, dans les conseils d'administration et tout le reste. C'est le même problème un peu pour la diversité, je dirais, liée aux origines. Il faut qu'on arrive à passer un cap pour se dire il est tout à fait normal d'avoir une femme juge, d'avoir une femme policière, comme d'avoir une femme mécano, comme d'avoir une femme maçon. Et en politique, c'est pas plus dur ? En politique, c'est plus dur, mais vous savez, c'est pas propre à la politique, c'est tous les lieux de pouvoir, je dirais. Je discute beaucoup, par exemple, pour faire le parallèle avec des gens qui sont victimes de discrimination liées à leur origine, qui militent plutôt pour plus de diversité liée à l'origine en politique. Étant donné qu'il y a des enjeux de pouvoir, forcément, je connais pas plus de patrons de syndicats noirs, pas plus de chefs dans le CAC 40 noirs, parce que c'est des lieux de pouvoir. Et à partir du moment où cette notion de pouvoir intervient, faut pas demander aux gens d'être rationnels parce que il veut le pouvoir. À partir du moment où il veut le pouvoir, laisser sa place à un autre sous prétexte que l'autre semble différent, c'est pas des notions que les gens sont prêts à entendre. Donc il faut qu'on se fasse tous violence pour se dire, certes, moi, je peux être représentatif, mais à côté, il y a aussi des groupes dans notre société, les femmes, les minorités visibles, comme on les appelle, même si je trouve le mot impropre. Ces personnes-là, faut aussi qu'on leur laisse légitimement une place. Alors, il y a un sujet qui fait, j'allais dire, à peu près l'unanimité au sein des familles politiques toulousaines, c'est la laïcité, puisque maintenant, il y a un conseil de la laïcité à Toulouse, alors qui a été susurré par Jean-Luc Forget, qui est un conseiller municipal d'opposition. Aujourd'hui, le conseil est mis en place par Pierre Cohen. Vous en faites partie. Quel est l'objectif que s'est fixé ce conseil ? Alors, en tant qu'élu donc à la diversité et à l'égalité, notamment en charge des cultes, donc je travaille avec Pierre Cohen sur ce conseil de la laïcité. C'est vrai, c'était une idée donc une proposition de Jean-Luc Forget que Pierre Cohen a repris. Ça montre aussi que nous ne sommes pas sectaires. Ça montre que quand une idée est bonne, pourquoi pas. Et nous travaillons sur ce conseil parce que on a constaté suite aux événements de mars 2012, mars 2012, qu'il était important dans la ville de Toulouse qu'il y ait un lieu d'échange, un lieu de travail avec les cultes, avec les représentants de la laïcité, avec beaucoup de mouvements qui, au niveau de la ville, menaient cette réflexion pour simplement réfléchir à notre vivre ensemble, réfléchir aux problématiques qui peuvent se poser à l'échelle d'une ville. Nous avons aujourd'hui plusieurs demandes au niveau des cantines scolaires. Nous avons aujourd'hui des événements comme, par exemple, le printemps de septembre où nous avons eu des manifestations parce que des gens avaient estimé qu'il y avait une œuvre d'art qui représentait des lettres des versets du Coran étaient sur le sol, les gens marchaient dessus. Ça a posé des problèmes. Donc, le Conseil de la laïcité a pour objectif de faire en sorte que ces responsables cultuels et de la société civile se rencontrent pour discuter, pour essayer de trouver ensemble comment faire en sorte que dans la ville de Toulouse, il n'y ait pas ces crispations. Parce que bien souvent, en discutant, en essayant de se comprendre les uns les autres, on arrive très bien à trouver des solutions. C'est le but du Conseil de la laïcité. Outre le vivre ensemble, c'est aussi pour se questionner sur la place du culte dans nos villes et la place de la laïcité. Alors là, c'est important parce que très souvent, on essaie d'interpréter la laïcité comme ça arrange les uns les autres, mais la place de la laïcité dans notre ville, parce que la laïcité, je le répète, c'est pas contre les religions, mais c'est surtout comment faire en sorte que dans notre ville, chacun puisse avoir sa foi chez lui et dans l'espace public, comment limiter les foi des uns et des autres. Alors j'allais dire, c'est le mal français, mais en France, on a l'habitude de créer des commissions, des conseils, etc. Et parfois, il n'y a pas grand-chose au final qui en sort. Est-ce qu'il y aura des choses concrètes, des propositions, des solutions concrètes qui pourront être amenées par ce conseil ? Alors, des solutions concrètes. Déjà là, on a beaucoup évoqué la question de la formation, parce que nous avons du personnel municipal, nous, mais il y a aussi d'autres organismes qui ont du personnel qui reçoivent du public. Et il est important aujourd'hui de leur amener, je dirais, certains outils pour pouvoir parler à la population. Quand vous avez quelqu'un qui arrive dans une bibliothèque toute voilée, il faut que la personne qui la reçoive sache aussi quelles sont les limites de ce qu'elle peut demander à cette personne. Moi qui suis élu à l'état civil, par exemple, tout ce qui concerne les mariages. Aujourd'hui, le voile peut être un problème au niveau du mariage. Mais est-ce qu'il faut demander à la personne d'enlever son voile ou pas ? Donc tout ça, ça demande aussi de la formation. Et le Conseil de la laïcité apporte quelques réponses et apporte quelques pistes de solutions, bien sûr, que la ville ou d'autres seront amenés à mettre en application.
Alors, en matière de laïcité, est-ce qu'il faut aller plus loin? On a parlé de laïcité d'université. Est-ce qu'il faut aller plus loin? Moi, je pense que la loi sur la laïcité telle que on doit l'appliquer, elle est bonne. Mais le problème, c'est qu'il faut bien l'expliquer, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de laïcité, pour beaucoup, la laïcité, c'est un moyen de freiner tout débat sur la question des religions. Pour beaucoup, c'est ça. Comme aussi, quand on parle des questions de discrimination, pour beaucoup, dès que vous abordez la question des discriminations liées à du racisme, on vous dit vous êtes communautariste. Donc la laïcité ne doit pas être un confort intellectuel. La laïcité, donc, c'est quelque chose qu'on a défini pour régir notre République. Aller plus loin, je ne crois pas. Mais maintenant, bien comprendre la laïcité et surtout permettre, dans le cadre de la laïcité, que chacun ait sa liberté. Je pense que ça, il faut qu'on y travaille. Alors, dernière question sur la diversité. On va dire que vous avez la seule délégation qui, si un jour le Front National gagne la mairie de Toulouse, va disparaître. Risquerait, pratiquement certainement de disparaître. Il vous fait peur le Front National à Toulouse ou pas? Alors, à Toulouse, moi je dirais que la population toulousaine est capable de faire la différence entre un candidat du Front National et un candidat, je dirais, des partis républicains. Cela dit, nous sommes dans un contexte de crise. C'est vrai que la crise fait que beaucoup de gens ont tendance, avec la détresse, avec les problèmes qu'ils ont, à être, je dirais, plus facilement conduits vers ce genre de discours. Mais à titre personnel, moi, en tant que militant des droits de l'homme, en tant que militant socialiste, en tant qu'élu de gauche, j'ai pas peur du Front National. Mais cela dit, j'invite quand même nos concitoyens à faire en sorte de bien faire la différence entre tous les partis républicains, si tant est qu'ils ne soient pas amenés à avoir des discours du Front National, et les partis, je dirais, comme le Front National, qui amènent un certain discours de haine, un certain discours, je dirais, d'indexation. Aujourd'hui, quand vous entendez certains discours portés par les responsables du Front National, si la France ne va pas bien, c'est à cause des immigrés. Si ça va pas, c'est à cause. S'il y a de l'insécurité, c'est à cause des immigrés. Non, on n'en est pas là aujourd'hui. On a un contexte de crise, certes, on a des difficultés, ok, mais ça ne sert à rien d'en rajouter en venant dire que c'est la faute à un tel ou à un tel. Mais est-ce que c'est un danger à Toulouse? Parce que c'était ça la question de Marc. Alors, en tant qu'élu municipal, je vous dirais non. Ce n'est pas un danger à Toulouse, mais cela dit, il faut quand même avoir des points de vigilance. Voilà, on va peut-être, M. Maquingo, passer au deuxième thème de notre entretien, après la diversité, la sécurité. Oui, avec un sentiment d'insécurité qui a gagné du terrain cet été. Alors, est-ce qu'il y a eu plus d'événements médiatisés ou pas? Ça, c'est la question. Mais il y a eu beaucoup de braquages, de supérettes, de banques. Il y a eu des incidents à la Reinerie. Il y avait une histoire aussi de mosquée plus ou moins cachée à Arnaud Bernard. Est-ce que tous ces phénomènes n'engagent pas un peu plus d'insécurité à Toulouse? Ou en tous les cas, est-ce qu'il n'y a pas un sentiment qui gagne du terrain? Alors, déjà, prenons le cas de la mosquée à Arnaud Bernard. Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que c'était pas une mosquée clandestine. C'est que la loi aujourd'hui permet à quelqu'un qui vient louer un local, la loi n'interdit pas plutôt à quelqu'un qui vient louer un local de le transformer en lieu de prière, si tant est que toutes les conditions de sécurité sont réunies. Donc, nous avons demandé au service de la ville, notamment la sécurité civile, d'aller sur place. Ils ont pris rendez-vous avec le responsable du culte. Ils ont regardé ce qui se faisait et d'un point de vue sécurité, ça va. Alors, doit-on considérer que c'est une mosquée clandestine? Non, parce que c'est une association créée légalement. Maintenant, la manière dont ça se fait, c'est souvent du fait accompli. Et je comprends que les habitants qui habitent au premier ou au deuxième étage, si tous les jours à 5 heures du matin, il y a des gens qui viennent prier, en plus on était en plein ramadan, ça peut poser des difficultés de cohabitation. Donc je ne parlerai pas de mosquée clandestine, je dirais simplement que c'est un lieu de culte qui s'est créé, comme aussi les gens sont très surpris, et ça c'est une autre délégation qui n'a rien à voir avec ça, quand du jour au lendemain, le local en bas de chez eux devient un bar à succès, et ils me disent, Monsieur Maquingo, vous avez laissé ouvrir un bar. Non, la loi permet à un culte de s'installer à partir du moment où les conditions de sécurité sont réunies. Donc je ne fais pas nécessairement le lien entre la question de la mosquée et les questions de sécurité. Mais c'est vrai que cet été, on a eu plusieurs faits divers qui font qu'il peut y avoir pour certains un sentiment d'insécurité. Moi, je ne crois pas. Je ne crois pas qu'aujourd'hui, Toulouse est une ville dangereuse. Moi qui vous parle, je suis père d'un garçon qui est devenu adulte, qui était adolescent. Il sort souvent la nuit. Comme tout père, je dis à mon fils, fais attention quand tu sors, il y a des endroits où tu vas, tu dois faire attention. Mais cela dit, je ne pense pas, sincèrement, que Toulouse est une ville dangereuse, que quand on sort la nuit à Toulouse, on doit craindre forcément de se faire agresser. Cela dit,
on constate aussi que beaucoup de jeunes, par des comportements à risque, sont souvent victimes de certains prédateurs. Ce que nous appelons certains prédateurs, c'est les gens qui viennent autour des places où se réunissent beaucoup de jeunes pour braquer, pour leur voler leur portable et tout le reste. Mais ça, je dirais, ça se retrouve parce qu'il y a une addition de plusieurs dysfonctionnements. Il y a d'abord l'alcool qui vient se mélanger avec les lieux, parce qu'il faut aussi revoir l'urbanisme. Aujourd'hui, par exemple, la rue Pargaminière, personne ne peut dire que c'est un danger. Et pourtant, il n'y a pas une enseigne qui a fermé. Mais simplement le travail qu'on a fait sur cette rue montre bien que quand vous jouez aussi sur l'espace public, ce sentiment, comme vous le dites, d'insécurité peut aussi se réduire. Donc ça ne gagne pas du terrain. Je ne pense pas que ça gagne du terrain. Alors, vous disiez qu'il fallait justement parler revoir l'urbanisme, mais je vais vous poser la question qui fâche et je vais me faire l'avocat du diable. Ce qu'on entend très souvent, c'est qu'effectivement la mairie actuelle a fait pas mal de choses en matière de transport, mais qu'en fluidifiant les déplacements des individus, il a aussi fluidifié la délinquance. Enfin, elle a aussi fluidifié la délinquance. Alors, la réponse, elle est simple. On revient au Moyen-Âge, les pauvres sont dans la ville basse et les riches sont dans la ville haute et ils viennent travailler, après ils rentrent chez eux, ils reviennent plus. Non, c'est pas ça. C'est pas la solution. Aujourd'hui, il faut travailler sur le vivre ensemble. On a un centre-ville qui doit servir à tout le monde. On a un centre-ville où tous les Toulousains doivent venir, s'y sentir à l'aise, faire leurs déplacements, faire leurs courses. Cela dit, c'est à nous, certes, autorité municipale, de faire en sorte avec la préfecture qui a compétence en matière de force de police, de faire en sorte que le Toulousain, où qu'il soit, au Mirail, au centre-ville, à Rangueil, aux Isards ou à Ramonville, non pas à Ramonville, au Mirail ou aux Isards se sente à l'aise. C'est important qu'on travaille sur cet aspect-là. Mais dire aujourd'hui que aujourd'hui, le fait d'avoir, je dirais, amélioré la situation des transports permet à plus d'insécurité de venir en ville. Alors, j'aimerais que ceux qui me disent ça disent d'où vient l'insécurité, finalement. Parce qu'il n'y a pas un quartier où on dirait que tous les voyous viennent de là-bas et tous les gentils sont de l'autre côté. C'est un problème qui est plus complexe que cela. Donc, il est important pour nous d'y travailler, mais il est important aussi de développer le transport parce que vous savez, en développant le transport, on permet aussi aux Toulousains de connaître leur ville, on permet aux Toulousains de bouger. Moi, quand j'ai grandi à la Reinerie, quand on allait à Toulouse, ce qui est bizarre, c'est que les jeunes disaient on va à Toulouse, alors que c'est un quartier de la ville. Ils se comportaient comme s'ils habitaient dans une autre ville. Mais aujourd'hui, grâce au métro, faut le dire aussi, grâce au tram, grâce au transport plus, plus performant, ça permet à ces jeunes de se sentir aussi quelque part toulousains, comme les Marseillais se sentent Marseillais, comme les Bordelais se sentent Bordelais. Alors, je vais rebondir quand même sur ma question et je vais continuer à me faire l'avocat du diable. En 2004, lors des émeutes, le préfet avait coupé le métro à Saint-Cyprien. Voilà. En disant, finalement, côté gauche de la Garonne, côté droit de la Garonne. Donc on voit bien clairement que quand en matière de sécurité on veut limiter les déplacements, c'est un fait, on arrête les transports. Est-ce que la problématique de la sécurité, elle a été prise en compte dans le plan de déplacement urbain tel qu'il est actuellement, qui a quand même été excessivement remodelé ces 5 dernières années, ou est-ce qu'au contraire, finalement, c'est quelque chose qui n'a pas été prévu? Alors, faire le lien entre le plan de déplacement urbain et la sécurité. Alors, moi j'estime à titre personnel que c'est une erreur d'arrêter le métro à Saint-Cyprien sous prétexte qu'il y a des émeutes dans un quartier de la ville. Il faut mettre des forces de l'ordre dans ce quartier. Parce que les femmes de ménage qui habitent au Mirail, elles travaillent chez les gens qui habitent au centre-ville. Aujourd'hui, les étudiants qui vont à la fac du Mirail, certains habitent au centre-ville. Donc j'estime que, d'un point de vue politique, c'est une erreur. Cela dit, faire en sorte que les transports soient plus sûrs. Tisséo, aujourd'hui, il y a beaucoup de caméras, par exemple, dans le transport. Tisséo engage des médiateurs. Ce travail-là, il est fait. Alors, il y a des quartiers, faut le dire, il y a des quartiers de Toulouse qui sont en souffrance. On a vu le cas avec ce qui est arrivé aux pompiers. On a vu avec ce qui arrive dans certains quartiers de la ville. Donc, on ne peut pas nier qu'il y a des quartiers où il y a des problèmes de sécurité. Ça, on ne peut pas le nier. Mais cela dit, est-ce que, parce qu'il y a des problèmes de sécurité dans un quartier, c'est tous les habitants qui posent problème? Non. Aujourd'hui, moi qui vous parle, j'ai grandi au Mirail. Mais ça ne m'a pas empêché, j'allais en ville, je rentrais au Mirail en toute sécurité. Et quand j'allais en ville, je n'embêtais pas les habitants du centre-ville. Donc, il faut quelque part traiter la question de la délinquance. Un délinquant, c'est un délinquant, il faut le sanctionner. Et de l'autre côté, essayer d'améliorer ce que nous faisons avec le grand projet de ville. C'est ça. Nous essayons de faire en sorte que dans ce quartier-là, les gens se sentent à l'aise de vivre dans ce quartier-là, tout comme ceux qui habitent au centre-ville. Mais le lien entre sécurité et quartier, je ne le fais pas forcément parce qu'aujourd'hui, moi qui suis adjoint donc de secteur, je m'occupe de tout le 31-500. Je peux vous dire que j'ai des quartiers dans le 31-500, à Soupetard, à Amouroux, où les habitants ont des fortes inquiétudes en matière de sécurité. On discute avec eux, on essaie de faire en sorte à travers, on a mis en place des cellules territoriales
qui travaille sur la sécurité entre police nationale, entre les éducateurs dans le cadre du CLSPD. On travaille sur ces quartiers-là, mais on remarque que finalement, outre le sentiment d'insécurité, il y a des événements. Il peut y avoir un jeune dans un immeuble qui, à force d'incivilité, à force de comportement, je dirais, de délinquance, fait en sorte que le sentiment d'insécurité vient s'accroître à cause d'une personne. Vous avez des groupuscules dans le quartier du Mirail qui sont peut-être des bandes de 10, 15 personnes, mais qui vous salissent la réputation de tout un quartier. Donc il est important que les forces de l'ordre travaillent sur ces individus-là et non pas sur l'image d'un quartier qui se détériore à cause, je dirais, de quelques idiots. Alors juste pour compléter la question de notre avocat du diable, Marc, la réalité quand même statistique, c'est que l'insécurité gagne du terrain au centre-ville. En France. L'insécurité gagne du terrain en France. Mais à Toulouse, en centre-ville. En centre-ville. Alors, vous avez des chiffres ? Ah mais c'est ce qu'on nous a dit. Oui, mais que ce soit le maire ou que ce soit Jean-Luc Boudin quand ils sont venus ici, tous les deux convenaient qu'en centre-ville. En centre-ville, aujourd'hui, on constate dans le comportement, parce que c'est lié aux incivilités, c'est lié à un tout. C'est lié à un tout. Aujourd'hui, on constate de plus en plus, comme ça se voit dans toutes les grandes villes, un phénomène, je dirais, pas de banditisme, mais un phénomène de grande délinquance. Ça, vous retrouvez ça dans toutes les grandes villes françaises. C'est pas propre à la ville de Toulouse, comme la question, je dirais, des sans résidence fixe et tout le reste. Donc ça, c'est des phénomènes qu'on retrouve dans toutes les grandes villes. Alors, faut-il dire que à Toulouse, il y a une conséquence parce que souvent le camp d'en face dit depuis qu'il y a la nouvelle municipalité, il y a plus d'insécurité. Ben moi, j'ai dit non. C'est pas forcément lié à une municipalité ou à une autre. C'est lié simplement à un phénomène au niveau national qui se développe. Aujourd'hui, la délinquance, c'est plus comme vous et moi, quand nous étions jeunes, le délinquant, c'était celui qui, à la cour de récréation, donnait des baffes à tout le monde. Aujourd'hui, le délinquant, c'est le coup de couteau. Le délinquant, c'est l'agression. Le délinquant, c'est le carjacking. Donc même la délinquance a évolué et les faits de délinquance aujourd'hui sont plus choquants qu'ils ne l'étaient il y a 10, 15 ans. Oui. Marc, tu voulais rajouter quelque chose ? Non. Alors, justement, vous parliez du camp d'en face. Le sujet qui vous oppose en termes de sécurité, l'un des gros sujets, c'est la vidéosurveillance. Pierre Cohen, on le sait, a donné plusieurs fois son point de vue. Il reste réticent, il l'a fait d'ailleurs à ce micro, sur le fait que la vidéosurveillance soit une réponse au problème d'insécurité. Jean-Luc Boudin, que lui, par contre, propose de généraliser la vidéosurveillance dans toute la ville. Il a mis le chiffre de 228 caméras en avant. Je suppose que vous soutenez la thèse Cohen, mais est-ce que pour vous, la vidéosurveillance, ça peut être quand même un moyen de résoudre certains phénomènes ? Le lieu de la ville de Toulouse où il y a le plus de caméras depuis plus de 10 ans, c'est la place Wilson. C'est à la place Wilson, donc devant l'UGC et tout le reste. C'est là qu'il y a le plus de caméras dans la ville de Toulouse. Je vous dirai pas le nom, mais c'est ce lieu-là. Et pourtant... Bon, on est tranquille, il y a la rédaction du Journal Toulousain, donc ça veut dire qu'on est surveillé. Et pourtant, quand vous passez place Wilson, quand vous passiez même place Wilson bien avant que nous soyons aux affaires, je peux vous dire que beaucoup ne se sentaient pas en sécurité. Ça montre bien que finalement, la caméra, c'est peut-être un moyen, je dirais, de résoudre... dissuasif. Ouais, c'est un moyen... Non, je dis d'abord un moyen de résoudre. Une fois qu'il y a eu les faits, ça permet aux policiers, à travers l'enquête et tout le reste, de retrouver les personnes. Ce qui s'est passé aux États-Unis après l'attentat à Boston. Donc la caméra permet, après les faits, de résoudre. Après, est-ce que c'est dissuasif ? La place Wilson démontre bien que dans certains cas, c'est pas du tout dissuasif. Dans certains cas, c'est pas du tout dissuasif. Maintenant, nous, Pierre Cohen n'a pas dit qu'il était contre les caméras. Ce que Pierre Cohen dit, si on arrive à nous prouver, et même dans le cadre du CLSPD, on travaille dans la commission des libertés publiques, on y travaille. Si on arrive à nous prouver que dans un lieu, il faut mettre la caméra, parce que dans ce lieu-là, c'est important qu'il y ait une caméra pour faire en sorte qu'une problématique précise puisse être réglée. C'est le cas rue Pargaminière, par exemple. On réfléchit à des caméras parce que dans ce lieu-là, il y avait le problème d'alcool, il y avait le problème des gens qui venaient pour agresser les jeunes, tout ça. Donc, on a accepté rue Pargaminière. Mais l'idée de répandre des caméras un peu partout pour donner l'impression aux Toulousains que s'il y a une caméra au-dessus de chez vous, ça va être réglé. Et d'ailleurs, quand on regarde les anciennes caméras, rue Croix-Baragnon, autour de Victor Hugo, autour de la place Wilson. Ok, on fait plaisir aux commerçants, mais c'est pas tellement les Toulousains eux-mêmes. C'est les commerçants plutôt. Donc on répondait à une demande des commerçants, on ne répondait pas à une demande des Toulousains. Donc l'idée, c'est de réfléchir, de mettre en place une caméra là où il faut et là où c'est nécessaire.
pas forcément de mettre en place des caméras partout. Dans le métro, il y a des caméras partout, mais c'est lié à une question de transport. Mais dans la ville de Toulouse, nous, notre option, c'est là où le besoin se fait sentir, on peut mettre une caméra. Mais là où on estime qu'il n'y a pas nécessairement le besoin de mettre une caméra, on n'en met pas. C'est pour ça qu'il y a cette commission de liberté publique, présidée d'ailleurs par l'ancienne directrice de Sciences Po Toulouse, pour pouvoir réfléchir et pour pouvoir trouver là où il est important d'en mettre et là où nous jugeons pas utile. Donc vous êtes contre la généralisation? Contre la généralisation. D'ailleurs, une ville comme Londres, la championne des caméras, vous savez, la criminalité, la délinquance à Londres, les caméras n'empêchent rien. Et cela dit, là, le débat maintenant, il est plus national. L'ancien gouvernement disait que les villes devaient payer les caméras. Mais si les caméras servent à l'enquête, donc ça sert plus à la police finalement dans son enquête qu'aux villes. Donc pourquoi pas l'État paierait un peu plus ces caméras aussi. Ceci dit, Manuel Valls, le premier, l'avait mis en place dans sa ville et il s'en est pas plaint. Manuel Valls a une ville donc qu'il gère en tant que maire d'Evry et Pierre Cohen a une ville qu'il gère en tant que maire de Toulouse. C'est pas parce que nous sommes du même bord que nous devons forcément appliquer les mêmes choses dans nos villes. Alors, toujours sur les caméras, parce que il y a un aspect psychologique aux caméras. On a beau le tourner. Alors, il y a deux aspects. Premier aspect, ça rassure les Toulousains, enfin les Toulousains ou les personnes qui vivent à côté d'une caméra. Deuxième aspect, effectivement, il y a l'aspect de liberté publique où là, il y a toujours la peur de 1984 et de Big Brother. Mais est-ce que dans une situation de crise, est-ce que dans une situation où finalement il y a de l'insécurité qui monte, ça serait pas quelque chose de positif de mettre des caméras juste parce qu'elles apportent un sentiment de sécurité, indépendamment du fait qu'elles soient reliées, qu'elles soient enregistrées ou quoi que ce soit. C'est le principe même de la dissuasion. Alors, mettre les caméras, je reviendrai pas sur l'exemple de la place Wilson parce que ça montre bien les failles qu'il y a dans le système. Mettre les caméras pour que les gens se sentent en sécurité, ça peut marcher, mais le problème c'est que les criminels aussi sauront au bout d'un moment que ces caméras-là ne servent à rien, c'est juste pour dissuader. Donc quelque part, il y a des immeubles aujourd'hui bien surveillés et tout le reste avec des caméras. Ça n'empêche pas que dans ces immeubles, on retrouve aussi des faits de délinquance. Donc je ne nie pas le sentiment d'insécurité ou l'impression que certains ont que les caméras seraient des solutions, mais je dis simplement l'option que nous avons retenue à la ville de Toulouse, c'est de mettre les caméras là où nous jugeons utile parce que nous estimons que la problématique nécessite une caméra. Voilà, messieurs, je vous propose une pause musicale. Ce ne sera pas Nana Mouskouri comme le souhaitait Marc, mais sans Severino. Merci. Nous retrouvons le grand plateau de Jean-Paul Maquingo, adjoint au maire de Toulouse, conseiller régional, après avoir parlé de diversité et de sécurité. Messieurs, la campagne. Alors avant tout, je souhaite quand même préciser à nos auditeurs que je n'aime pas Nana Mouskouri, que ça soit très clair. Alors il faut préciser aussi que nous n'avons rien contre Nana Mouskouri. Oui. La diversité. Alors, sur la campagne, Jean-François Copé était à Toulouse la semaine dernière en expliquant qu'il n'y a pas de ville imprenable. Preuve, s'il en est, qu'il y a quand même des enjeux très importants qui dépassent le cadre local dans cette campagne des municipales. Alors ma question est toute simple. Comment vous vivez les enjeux de cette campagne? Écoutez, c'est important pour nous parce que Toulouse, ça n'a échappé à personne, était une ville que la gauche a réussi à gagner après 37 ans donc d'une autre majorité. Alors quand on gagne quand c'est une première alternance comme ça, il y a toujours des gens qui croient en nous, nos militants, il y a des gens qui étaient un peu sceptiques, il y a des gens qui voulaient observer. On a passé donc nos 2 premières années à rencontrer les Toulousains, à discuter avec les Toulousains. Après, on a commencé à rentrer dans le vif du sujet. On a mené certains chantiers, on transforme la ville. C'est clair que quand vous transformez une ville après 37 ans, il y a toujours parmi les gens des gens qui vous diront que ces transformations sont bien, des gens qui seront un peu plus sceptiques. Donc pour nous, cette élection qui arrive en mars prochain, c'est vraiment une bonne chose parce que ça nous permet à la fois de montrer aux Toulousains ce qu'on a fait, mais aussi de demander aux Toulousains de nous refaire confiance comme ils l'ont fait en 2008. Et je suis assez serein parce que nous rencontrons beaucoup de Toulousains et nous avons aujourd'hui, dans le cadre soit de nos délégations, soit de l'action menée par le Parti socialiste, des vastes opérations de rencontre avec les Toulousains et on se rend compte finalement que les Toulousains comprennent ce que nous faisons, que les Toulousains arrivent aujourd'hui à très bien expliquer la politique qui est menée. Donc la bataille sera
Donc pour vous, il n'y a pas d'enjeu national finalement à votre réélection ou pas. Il y a juste le travail que vous avez fait et la volonté d'aider les Toulousains. Alors, on se reconnaît de François Hollande, on se reconnaît de ce que François Hollande a eu comme campagne, on se reconnaît de ce que François Hollande a promis aux Français. Et si on doit aider le gouvernement au niveau local, on aidera le gouvernement parce qu'on travaillons aujourd'hui sur une politique qui est de gauche. Cela dit, aujourd'hui, quand nous nous présentons devant les Toulousains, nous nous présentons devant les Toulousains pour parler de Toulouse, pour parler du développement de Toulouse. Et quand nous rentrerons en campagne, donc quand notre candidat Pierre Cohen sera désigné à partir du 10 ou 17 octobre et quand le 21 novembre, la liste des socialistes qui iront face à la droite sera elle aussi désignée, nous aurons un programme dont vous avez vu une petite ébauche. Nous aurons un programme et ce programme-là, certes, tiendra compte de ce qui se passe au niveau national, mais ça sera un programme surtout par rapport à la transformation de la ville de Toulouse comme nous le faisons depuis le début de notre mandat. Et il n'y aura pas de surprise sur la tête de liste, donc. Alors sur la tête de liste, nous avons un candidat, donc Pierre Cohen, qui est candidat pour être tête de liste. Et je pense que Pierre Cohen aujourd'hui a démontré par le travail qu'il a fait que c'est l'homme de la situation. Donc il n'y a pas de raison qu'il y ait un autre candidat. Donc Jean-Paul Makengo sera pas tête de liste. Jean-Paul Makengo sera candidat pour être sur la liste de Pierre Cohen. Alors Monsieur Makengo, il faut quand même nous expliquer, est-ce que vous êtes en campagne ou non ? C'est la question du jour, parce que Pierre Cohen nous dit à longueur d'interview, je ne suis pas en campagne, je reste dans l'action, j'attends l'investiture. Mais dans le même temps, on voit que le Parti Socialiste, lui, rentre dans la campagne avec le slogan Toulouse avance. Qu'est-ce qui se passe alors ? Vous êtes en campagne vous-même ou pas ? Alors, le Parti Socialiste est en campagne, le Parti Socialiste est dans l'action, ça ce qui est normal, ça c'est le Parti Socialiste. Mais nous avons des règles au Parti Socialiste et une de ces règles, c'est l'investiture des candidats. À Toulouse, nous avons la chance d'avoir un candidat, donc un seul candidat, Pierre Cohen. Mais dans d'autres villes, par exemple Montpellier ou ailleurs, vous avez plusieurs candidats socialistes qui se présentent aux primaires. Donc quelque part, il faut qu'on arrive à passer ce cap-là, qui est un cap reconnu dans les statuts de notre parti, pour avoir enfin un candidat désigné, donc Pierre Cohen, et pour avoir après une liste. Et là, nous rentrerons officiellement en campagne. Aujourd'hui, le Parti Socialiste est sur le terrain, ce qui est son rôle. Mais ma question, c'était plutôt de vous demander, en fin de compte, est-ce que c'est pas une posture ? Ah non ? Non, est-ce que c'est pas une posture de dire je ne suis pas en campagne ? Non, c'est pas une posture parce que d'un côté nous avons un parti qui a toujours été sur le terrain quand il le fallait et de l'autre côté on a un candidat officiel qui sera désigné par ce parti. Alors justement sur la campagne donc que le PS mène, il y a une vidéo qui a circulé. Très bonne vidéo. Alors très bonne vidéo, oui, mais en fait, une vidéo un peu tarte à la crème et qui a quand même été raillée par vos opposants, notamment, je cite encore une fois les opposants qui disaient cette personne-là ne travaille pas. Peut-être, Marc, préciser de quoi il s'agit. Alors, il s'agit d'une pour vidéo. Nos amis auditeurs. Oui, il s'agit d'une vidéo. Il s'agit d'une vidéo donc que le PS local a montée, qui fait environ 3 minutes, qui s'intitule Toulouse avance, qu'on peut retrouver, je pense, sur YouTube et un peu partout. Toulouse en marche. Toulouse en marche, voilà. Et donc dans cette vidéo, grosso modo, c'est une première partie sur le bilan de ce que les socialistes ont fait à Toulouse, et une seconde partie, et c'est là où on rentre dans le tarte à la crème, sur une sorte de vision de la vie à Toulouse, où on nous explique qu'il y a des commerçantes, de la famille, et ainsi de suite. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, pour en revenir à une question plus sérieuse, à finalement laisser un parti faire une pré-campagne, quand à côté de ça, vous officiellement vous n'êtes pas en campagne? Est-ce qu'il n'y a pas un risque finalement de voir la campagne monopolisée par le parti et non pas par les actions que les adjoints ont menées? Ceci dit, ce clip a été présenté aussi par François Briançon, oui, qui est adjoint au maire et qui sera le directeur de campagne. Qui est aussi militant socialiste. Alors, à la différence de nos adversaires, nous, on a des élus qui sont en phase avec le parti. Donc, quelque part, aujourd'hui, avant de venir ici, j'étais sur le marché de Cristal avec les militants socialistes pour distribuer des tracts par rapport donc à l'action des socialistes dans la ville de Toulouse. Alors, cette vidéo, bon, que nos adversaires disent que cette vidéo ne correspond pas, ce jeune ne travaille pas et tout le reste, ben, ils ignorent simplement qu'aujourd'hui, dans la ville de Toulouse, quand on est jeune, ce qui est sur cette vidéo, on a les transports moins chers. Ce qui est sur cette vidéo, on peut avoir, dans une ville de connaissances, avoir accès aux bibliothèques, aux médiathèques. On peut aussi avoir accès aux universités. Donc, on a essayé de représenter ce qu'un jeune pourrait faire dans la ville de Toulouse. Alors, s'il voulait que dans une vidéo, on mette des gens avec des bleus de travail, on mette un autre en tenue de médecin, qu'on mette un autre en tenue de juriste, certes, mais qu'ils attendent la campagne.
De grâce, là, laissez-nous vraiment avec cette vidéo montrer ce que les socialistes, là je dis bien les socialistes, on ne parle pas uniquement de la mairie, ont fait de cette ville. Et puis après, quand on rentrera dans le dur, on aura l'occasion de leur montrer d'autres choses. Et je suis sûr que là, ils auront de quoi répondre encore. Donc il y aura un prochain clip. Il y aura un prochain. Pas forcément, pas forcément. Soit dit en passant, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Ce clip est excessivement bien monté. Hein. Je tiens à le préciser. Mais la musique est pas signée Nana Mouskouri. Oui. Non. Maintenant, une question. Toujours sur la campagne. Donc le PS n'est pas officiellement en campagne. Par contre, vous avez des partenaires à gauche, ou d'anciens partenaires ou des partenaires en instance de divorce, qui soit sont déjà dans la campagne, soit sont en train petit à petit dans une perspective très oedipienne, d'essayer de tuer le père. Quel est votre positionnement par rapport à ça? Alors, comme en 2008, Pierre Cohen a précisé qu'il était pour un rassemblement le plus large possible à gauche. Cela dit, nos partenaires plutôt actuels, parce que nous sommes dans la même majorité avec tous les partenaires de gauche, certains, parlant par exemple d'Europe Écologie Les Verts, ont décidé de faire leur propre liste. Cela dit, nous, c'était du point de vue du PS, quelque part, notre volonté, c'était d'aller avec eux. Mais s'ils décident de faire une liste pour un premier tour et se retrouver avec nous, pourquoi pas? Mais cela dit, c'est dommage parce que nous avons travaillé ensemble, même s'il y a eu des désaccords, mais la politique, c'est aussi ça. On peut pas être d'accord sur tout. La politique, c'est pas forcément l'unanimité. La politique, c'est d'arriver à trouver des points de convergence. Et on a bien travaillé, je dirais. Aujourd'hui, notre bilan, c'est un bilan de toute la gauche, alors que certains adversaires décident d'aller tout seuls. C'est dommage, mais bon. Après, c'est peut-être la stratégie de leur mouvement, propre à leur mouvement, mais nous sommes prêts pour la bataille aussi au niveau du PS et quand ils voudront venir, on discutera avec eux les conditions de cette alliance. Et y compris avec l'extrême gauche et notamment avec le parti de M. Célin. Alors, Monsieur Célin, donc ce qui était, je dirais, le front de gauche entre le PC et le parti de gauche, là aussi il y a des discussions. Comme vous le savez, au niveau national pour le PC, donc dans certaines villes, et ce que je pense à Toulouse d'ailleurs, seront avec nous pour le premier tour. Monsieur Célin est dans une stratégie aussi avec donc son parti, ce que Jean-Luc Mélenchon a dit, d'avoir une liste à eux. Mais bon, tout ça, ça sera quand Pierre Cohen et ceux qui sont au niveau de notre parti délégués pour négocier avec nos partenaires. Tout ça, ça fera l'objet de discussions et on verra dans quelles conditions on pourrait faire des alliances futures. Alors pourtant, Jean-Christophe Célin, comme Europe Écologie Les Verts, il porte votre bilan aussi. Il a été adjoint à la musique jusqu'à ce que Pierre Cohen lui retire sa délégation pour cause de non-vote au budget, mais il porte quand même votre bilan. Ben justement, j'aimerais ne pas être à leur place pour cet exercice pendant la campagne pour expliquer qu'ils ont un bilan et qu'ils ont le même bilan que nous, mais ils ont un projet alternatif. D'accord. Alors, il y a des partenaires à gauche, mais il y a des opposants à droite. Oui. Aujourd'hui, alors je vais pas dire que c'est le désordre, mais pas loin. Jean-Luc Moudenc, donc, est le candidat investi par l'UMP. Il comptait sur le soutien de l'UDI, mais l'UDI, lui, a investi Christine de Vérac. Votre regard, c'est quoi par rapport à ce qui se passe de l'autre côté? Alors, déjà, quand je regarde la situation, bon, Madame de Vérac, depuis très longtemps, c'est vrai qu'on a vu les deux sur le terrain. Moi, je suis adjoint maire en charge d'un quartier. Et quand on faisait des manifestations, je voyais arriver Jean-Luc Moudenc avec deux, trois, bon, pour l'instant, c'est pas des colistiers, mais deux, trois, je dirais, compagnons. Et je voyais aussi arriver Madame de Vérac, qui, à l'époque, je la voyais souvent toute seule. Mais aujourd'hui, je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui se rallient aussi à Madame de Vérac. Ce qui me fait dire peut-être que ils ont beaucoup de difficultés chez Jean-Luc Moudenc à faire l'union. Alors, à entendre leur discours, mon ami François Briançon l'avait dit, à entendre leur discours, j'ai l'impression que pour Jean-Luc Moudenc, c'est moi et tous les autres ont tort. Alors que nous, c'est pas ça à gauche. Nous, on part du principe que c'est dommage qu'il y ait des partenaires qui partent seuls, mais s'ils ont décidé de le faire, autant qu'ils le fassent. Et on leur dit, écoutez, c'est une campagne, on est en démocratie. Mais à droite, j'ai l'impression que c'est pas ça. Quand j'entends les propos de certains compagnons, je dirais, de Jean-Luc Moudenc par rapport à Madame de Vérac, je trouve que c'est un peu limite. Madame de Vérac a le droit aussi d'être candidate. Madame de Vérac a le droit de présenter une tendance de la droite.
Jean-Luc Moudin qui arpente tous les quartiers de la ville depuis, je sais pas, il a je sais pas combien quartiers, parce que toutes les semaines il fait un nouveau quartier. Et je découvre même qu'il a découvert les quartiers de la ville quand il était à l'opposition, parce que quand il était maire il les faisait pas. Cela dit, s'il a décidé de sillonner toute la ville, qu'il arrête de critiquer Madame de Vérac, qui se concentre sur son projet, parce que nous on l'interrogera sur son projet. On va pas l'interroger sur le projet de Madame de Vérac. Oui, mais est-ce que vous dites pas ça au final parce que la candidature de Vérac vous arrange? Écoutez, je vais vous dire, nous, on aura un projet qu'on va présenter aux Toulousains. Aucune candidature à droite nous arrange. À la rigueur, même s'ils étaient forfaits, nous, ça nous va. Donc, quelque part, moi, je vais vous dire, que Madame de Vérac soit candidate ou pas, nous, ça ne nous empêchera pas de présenter notre programme parce qu'on y croit. Que Monsieur Moudin soit seul ou avec 10 000 compagnons ou, je dirais, traîtres à côté de lui, comme il le pense, nous, ça ne nous empêchera pas de faire notre campagne et ça ne nous empêchera pas de présenter notre programme et notre projet tel que nous le pensons actuellement et tel que nous le présenterons aux Toulousains. L'une des grosses attaques que vous faites à Jean-Luc Moudin, c'est la droitisation de son discours. Jean-Luc Moudin, comme on le sait, vient du centre. Aujourd'hui, il est président de l'UMP au niveau local. Et l'attaque qui lui est faite, c'est la droitisation de son discours sur la sécurité et sur d'autres thèmes. Vous maintenez ces accusations? Vous savez, aujourd'hui, c'est très difficile, enfin, de mon point de vue, c'est très difficile de venir nous attaquer sur Toulouse, la ville qui se modernise, sur Toulouse, la ville qui a de l'ambition, c'est Toulouse, la ville qui aujourd'hui veut se développer. Parce que les résultats sont là. Toulouse, quand nous sommes arrivés, était une grande ville provinciale. Alors, beaucoup disent bien géré, ok, mais Bordeaux aussi était bien géré avant l'arrivée de Alain Juppé. Mais ce qui fait que Alain Juppé arrivait avec une autre vision. Aujourd'hui, Bordeaux est devenu une très grande ville. Bordeaux est reconnu parce qu'Alain Juppé, par rapport à son prédécesseur, est arrivé avec une autre vision. C'est le cas à Toulouse. Donc, vous voyez, je prends exprès exemple de nos adversaires pour montrer que donc, dans mon raisonnement, il n'y a pas que la gauche. À droite aussi, ça peut se faire. Mais nous, on est arrivé avec un nouveau projet. On développe cette ville. On est arrivé, on donne de l'ambition à cette ville. Toulouse, aujourd'hui, est reconnue. Alors, ils peuvent difficilement nous attaquer sur ça. Ils cherchent la petite bête. Ils vont nous attaquer sur l'insécurité. Certes, l'insécurité, là, on peut débattre, parce que l'insécurité, le champion de la sécurité qui était pendant 10 ans, soit ministre, soit président, a échoué. Donc, ça montre bien que c'est une problématique qui est très complexe. Alors, qu'ils attaquent sur ça, que Jean-Luc Moudin promette 200 caméras, même 2000 caméras, peut-être, mais c'est pas comme ça qu'on gagne une campagne. Les Toulousains savent très bien faire la différence entre les problèmes de sécurité qui sont des problèmes aujourd'hui de société et l'action qu'on a pour la ville de Toulouse. Aujourd'hui, refaire les écoles, les Toulousains attendent ça. 1000 places en crèche, les Toulousains attendent ça. Un transport moins cher, les Toulousains attendent ça. Les Toulousains savent qu'il y a des problèmes de sécurité, mais les Toulousains ne sont pas là pour s'entendre dire tout le temps « Votez pour moi, j'amènerai plus de sécurité ». Non, les projets et les programmes doivent parler d'autres choses aussi. Alors, j'entends ce que vous dites et c'est de bonne guerre, mais... L'avocat du diable. L'avocat du diable, c'est ça. Non, Jean-Luc Moudin, lui, dit très clairement, il dit, alors je le cite à peu près, mais il dit, Pierre Cohen s'est comporté de façon, n'a jamais fait de concertation, n'a jamais fait de conciliation, il tranche dans le vif, il ne prend de conseil auprès de personne, et il a dirigé cette ville sans jamais, entre guillemets, s'intéresser aux Toulousains. Et je continue dans ma logique d'avocat du diable, mais quand par exemple il y a la ligne à très haute, enfin celle qui va de Plaisance du Touche à BHNS, voilà, le BHNS, à haut niveau de service, et où Pierre Cohen est à la fois président de la CU et à la fois maire de Toulouse. Il défend pas les Toulousains contre les intérêts de la CU. Alors il y a plusieurs questions en une. Non, mais c'est très important. Déjà en termes de concertation. Ce qu'il faut savoir, c'est que avant que nous fassions Toulouse, donc avec 6 secteurs, parce que je suis adjoint de secteur, 6 secteurs et 22 quartiers. Dans chaque quartier, il y a une commission de quartier qui s'est réunie au moins une fois par semestre pour discuter des travaux, de toutes les questions qu'il y a au niveau du quartier, des aménagements avec les habitants. Nous avons un conseil de la vie étudiante, nous avons un conseil de la jeunesse, un conseil des résidents étrangers, une conférence du commerce, un parlement des sports. En termes de concertation, je dirais, il n'y a pas match. Cela dit, est-ce que la concertation, c'est nécessairement, je dirais, vous faites une concertation pour écouter la population, pour avoir l'avis de la population sur un projet, mais après vous faites aussi une concertation pour savoir, non, vous, en tant qu'autorité municipale, vous avez aussi un projet pour développer cette ville. Il est clair qu'aujourd'hui, la rue Alsace-Lorraine, quand il y avait les travaux rue Alsace-Lorraine, les commerçants, pour beaucoup,
étaient contre le projet. Mais quand on voit le résultat aujourd'hui, les commerçants sont pour. Alors si on avait mené une concertation pour demander aux mêmes commerçants, vous aurez 18 mois de travaux, voilà ce qui se passera, est-ce que vous acceptez qu'on refasse la rue? Ils allaient tous dire non. Pourquoi? Parce que simplement, je comprends bien, ils sont dans un intérêt individuel qui fait que c'est pas entendable. Mais cela dit, le résultat, et nous, on tient le cap pour certains projets, comme le BHNS par exemple. Le BHNS, vous avez une petite opposition, souvent même très orientée. Sur le quartier de l'Ardenne. Voilà, sur le quartier de l'Ardenne. Et je dirais même pas le quartier de l'Ardenne, sur quelques commerçants de l'Ardenne, parce que c'est pas le quartier de l'Ardenne. Le BHNS, aujourd'hui, ira de Tournefeuille et le projet donc mené à son terme jusqu'à la gare Matabio pour permettre aux habitants de Tournefeuille et qui sont tout le long de cette ligne d'arriver plus vite à la gare Matabio. C'est un bien-être. C'est un bien-être. Aujourd'hui, l'un de nos adversaires, c'est aussi certains conservatismes. Faut-il dire, OK, donc il y a 3 commerces dans ce coin-là qui sont embêtés, donc on ne fait plus le BHNS, en oubliant peut-être les 20 ou 30 000 Toulousains et autres. Parce qu'on parle de Tournefeuille, mais les habitants de Tournefeuille, pour certains travaillent à Toulouse, pour certains contribuent économiquement à la richesse de Toulouse. Donc on ne peut pas avoir un projet, c'est comme le projet Matabio. Aujourd'hui, moi qui suis adjoint, je suis pour les élus le projet Matabio. Donc pour l'arrivée de la LGV. Eh bien, il est clair que ce projet-là, ça va transformer une partie de la ville et une partie de ce quartier-là. C'est très difficile pour le riverain qui habite à côté de venir, de discuter, parce qu'il se dit, avec ce projet, ma maison est en danger, ma rue est en danger. Mais faut-il se dire, on arrête le projet pour ça, ou bien faut-il se dire, ce projet est important pour la ville, pour le développement de notre ville, donc il faut qu'on aille jusqu'au bout. Vous savez, le problème qu'on avait à la ville de Toulouse avant notre arrivée, c'est que la mairie ne prenait pas de risques. C'était une bonne gestion pépère, comme on dit. Dès qu'on veut faire un projet, on voit que ça dérange un peu les habitants, pop, on stoppe. Alors c'est clair, celui qui ne fait rien ne peut pas se tromper. On a une très bonne image, on passe pour la municipalité qui entend la population, mais reculer à chaque fois que quelqu'un, pour ses intérêts particuliers, dit « je veux pas de ce projet », eh ben, pour moi, c'est pas faire de la politique. Faire de la politique, c'est aussi avoir une vision. Et cette vision, nous l'avons. Quand nous faisons venir Johan Bousquet, c'est parce que nous avons une vision de Toulouse dans 20 ans, Toulouse dans 30 ans. Cette ville est une ville qui prend beaucoup d'habitants, est une ville qui change. Et il faut l'accepter. Alors, à droite, il y a l'UDI, il y a l'UMP, mais il y a le Front National, on en a parlé tout à l'heure. L'UMP vous accuse de jouer avec le Front National, de le faire monter à Toulouse pour être sûr de garder le Capitole au second tour de la prochaine municipale. Alors, François Mélenchon, la semaine dernière, disait dans le journal toulousain, c'est indécent de porter une telle critique. Vous dites quoi, la même chose que François Mélenchon? Alors, à dire à la municipalité qui a créé l'espace des libertés de la laïcité, qui a créé un poste d'adjoint en charge de lutte contre les discriminations, dire à la municipalité qui travaille aujourd'hui pour que les quartiers de la ville soient en cohérence, dire à la municipalité qui aujourd'hui travaille vraiment activement pour l'égalité, qu'elle fait le jeu du Front National, je dirais que c'est un peu culotté. Maintenant, pour répondre à nos amis de l'UMP, je dirais si eux faisaient plus en sorte de distinguer leur discours, qui doit être un discours républicain, je fais confiance à beaucoup de personnes que je connais à l'UMP, de distinguer ce discours-là avec le discours nauséabond du Front National, je pense que là, on gagnerait déjà. Parce que plutôt que de dire que voilà, nous, on n'est pas comme le Front National, nous sommes un parti certes de droite avec un discours républicain, nous avons un projet alternatif à la gauche, ils sont contents de dire la gauche fait le jeu du Front National. Non, je suis désolé. Au Parti Socialiste, nous avons des valeurs, au Parti Socialiste, nous avons un cap. Nous voulons ce cap pour cette ville, mais nous voulons aussi que ça soit une ville qui se fasse dans une certaine éthique, nous voulons que notre contrat social soit au devant de notre action. Alors, on ne se reconnaît pas du tout dans ce qui se dit au niveau du Front National, ni de près, ni de loin, ni localement, ni nationalement. Par contre, c'est à l'UMP qu'on est en train de faire Aujourd'hui, on est en train d'avoir des propos que je trouve suspects en disant « je choisirai le moins sectaire ». Eh ben, je suis désolé, mais ici, localement, on allusion au propos de François Fillon. Au dernier conseil municipal, une élue de l'UMP nous a dit que la politique sociale que nous menions, aujourd'hui donc avec des projets au Mirail comme aujourd'hui l'immeuble des Castalides, où on a fait sortir les habitants qui étaient dans une forme de détresse, une élue de l'UMP nous dit en plein conseil municipal, c'est un appel d'air, c'est la prime à l'illégalité. Ces discours-là, je les entends qu'au FM. Donc,
Cette feuille de papier à cigarette qui aujourd'hui sépare les propos du FN et de l'UMP, j'aimerais que Jean-Luc Moulin clarifie plutôt sa position par rapport au FN, plutôt que d'essayer d'inverser les choses et dire que c'est Pierre Cohen. Alors, Jean-Paul Maquingo, l'autocritique est à la mode en ce moment. Au moment où vous allez terminer votre première mandature, est-ce que dans votre campagne électorale, il y a quelque chose que vous mettrez en avant sur lequel vous n'avez pas eu la réussite escomptée? Effectivement, je dirais, après 6 ans, on ne peut pas dire que tout est parfait, on ne peut pas dire qu'on a réussi à tout faire. Donc, certes, on dit qu'on a un bilan positif, mais aussi il y a des choses où on part du principe dans notre programme, on part du principe qu'il faut faire mieux, ou il faut faire peut-être autrement. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui, nos principaux opposants, avant même l'UMP, c'était certains conservatismes. Alors il faut savoir comment discuter aussi avec ces gens-là. Il faut savoir aussi comment faire en sorte que tous les Toulousains puissent se reconnaître dans les projets que nous mettons en place. Aujourd'hui, avec nos partenaires de la piétonisation du centre-ville, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il faut savoir comment discuter avec ces gens-là. Donc certes, il y a eu beaucoup de concertation, il y a eu beaucoup de transformation de la ville, mais aussi il y a quelques insatisfactions et je suis d'accord que dans notre autocritique, on doit aussi voir comment nous allons aborder ces sujets-là, comment nous allons faire en sorte de mieux rassembler les Toulousains autour d'un projet commun. Donc il y a un peu d'autocritique qui se fera. Merci Jean-Paul Maquingo pour ce grand plateau. On pose traditionnellement la question à nos invités de ce qu'ils font le week-end. Alors vous, outre le fait de venir sur Radio Colaville et de faire les marchés, il est en campagne. En dehors de ça, de quoi se compose généralement, hors campagne, j'allais dire, les week-ends de Jean-Paul Maquingo? Comme un père de famille, souvent à faire du sport avec mes enfants, et comme ils grandissent, je constate même qu'ils deviennent meilleurs que moi, ou la lecture, ou j'aime bien profiter de la ville de Toulouse, le cinéma et tout le reste, ou voir des amis, parce que quand on fait de la politique, malheureusement, on a très peu de temps, finalement, à consacrer aux siens et à ses amis, donc je profite souvent le week-end. Quand j'ai pas à travailler, je me consacre au mien. Merci Jean-Paul Maquingo, merci Thomas, merci Marc. On rappelle à nos auditeurs qu'ils pourront réécouter cet entretien sur le site de Colaville et naturellement revisionner l'ensemble de cet entretien à partir de mardi sur le site Web TV du Journal Toulousain. Merci messieurs et bonne fin de journée. Merci.